Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Avery Dennison? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de cette vidéo aussi. Donc, dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir tout ce qui est affiché présentement sur cette liste-là. D'accord? Donc, je vous laisse aller voir ça pour ceux qui sont intéressés. Maintenant, Avery Dennison, ici, vu que c'est la première fois qu'on mentionne cette compagnie, on va déjà aller regarder qu'est-ce qu'elle fait. Donc, c'est une compagnie ici qui est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériaux autocollants et auto-adhésifs. Okay? Donc, c'est à peu près matériaux de base, chimie spécialisée par là. Okay? Une fois qu'on a cette information, je recherche quoi avant tout? J'aimerais voir la tendance des revenus. Donc, j'ai des revenus qui sont assez croissants ici, c'est bien. Je vous ai toujours dit que les revenus croissants, c'est une bonne chose, mais également, est-ce que les marges suivent et d'où provient la croissance de ces revenus? La croissance est due à quoi? Est-ce qu'elle est organique? Est-ce que c'est par acquisition? Donc, vous pouvez voir ici que si vous recherchez ici acquisition, vous allez vous rendre compte qu'on a fait une acquisition à ce niveau-ci. Ça a dû avoir un impact sur ces deux dernières périodes. Et également ici, ça a certainement eu un impact ici à ce niveau-ci. Vous constatez que quand on fait une acquisition là, on a un impact à ce niveau, mais également après ça, on a à peu près des revenus qui sont plutôt stables, donc plutôt une diminution des revenus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-ci? D'accord? Est-ce qu'on a vendu certains segments d'activité après avoir acquis ceci? Point d'interrogation. OK? Donc, ça ne sert à rien de regarder la croissance sans savoir d'où est-ce qu'elle provient et est-ce qu'elle va continuer. D'accord? Donc, pour savoir d'où est-ce qu'elle provient, il faut absolument lire les rapports financiers parce qu'ici, on se base essentiellement sur des éléments quantitatifs afin de pouvoir poser les bonnes questions et voir à peu près si l'entreprise est déjà assez intéressante en date d'aujourd'hui parce qu'une entreprise qui ne rapporte pas d'argent, qui n'a pas de revenus, ça ne nous intéresse pas. Une entreprise qui, qui ne s'autofinance pas, ça ne nous intéresse pas. Et je pourrais citer encore et encore. Bref, ce n'est pas le sujet ici. Pour Avery Dennison, ici, on constate qu'on on fait plusieurs acquisitions ici. Donc, ça a certainement eu un impact à ce niveau. Donc, je continue. Une fois qu'on a la croissance du revenu ici, j'aimerais regarder à peu près la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On constate ici qu'on a plutôt une décroissance si on la prend ici, on prend la marge brute ici du plus haut à ce qu'on a ici aujourd'hui. Attention également. Il faut toujours vous dire une chose, l'entreprise de 2000 n'est peut-être pas la même en 2021. Il faut faire très attention, d'accord? Donc, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives ici. On peut constater que sur les dernières périodes, ici, on a plutôt une compagnie stable en termes de marge brute. OK? Elle a connu un plus bas en 24% ici, mais on a plus 24-26. Il n'y a pas une grosse différence, mais ça se chiffre quand même en centaines de millions, 2%. Donc, il faut faire attention également. On peut voir ici que nous avons plutôt une entreprise qui est plutôt stable en termes de marge brute. La marge brute, c'est bien, mais également, on peut avoir des marges brutes qui ont diminué tout en ayant des marges EBITDA qui ne changent pas du tout. Donc, il faut toujours comparer tous ces ratios-là ensemble et essayer de voir quelle est l'histoire que tous ces ratios-là racontent quand on les met en commun. OK? Quand on les met côte à côte. Donc, vous constatez ici qu'on a également, ça suit la même tendance de la marge brute. Hein. Donc, vous constatez que la marge brute diminue. OK? La marge EBITDA également diminue. C'est pour ça qu'il est très important de suivre l'évolution des marges. OK? Mais vous allez remarquer une chose. Les marges EBITDA les marges brutes sont plutôt stables depuis, on va se dire ici à peu près sur les 5-10 dernières années, plutôt stables, mais les marges EBITDA augmentent de plus en plus. Ça veut dire, et le revenu augmente également de plus en plus. Ça veut dire que l'entreprise devient de plus en plus efficiente. D'accord? Donc, c'est-à-dire que revenus supplémentaires n'entraînent pas des charges opérationnelles supplémentaires. Donc, tout ce qu'on gagne descend forcément, on va le dire comme ça. Donc, tout son gain, généralement, ici, descend au niveau des marges opérationnelles. OK? Parce que la marge EBITDA ici, ce n'est pas la rentabilité. Donc, on va dire que c'est la marge d'exploitation. On peut l'appeler également comme ça. OK? Donc, c'est le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements. OK? Donc, autant vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur, mais on a déjà payé le personnel, la dépense, on a déjà payé le personnel, on a payé ici la recherche et développement. D'accord? Donc, ensuite, une fois qu'on a vérifié ça, on va regarder la marge, pas la marge nette, mais on va regarder les net income et les free cash flow si on parle le même langage. Je veux voir, parce qu'une entreprise peut avoir des bénéfices nets sans avoir des free cash flow. Et vous avez toujours dit que les free cash flow, c'est ce qui nous intéresse à la fin de la journée. Attention, on ne peut pas aller regarder les free cash flow sur les compagnies bancaires. Comme je l'ai dit toujours, toutes les compagnies ne s'analysent pas de la même façon. Dépendamment des secteurs d'activité, il faut à peu près avoir un comportement différent. OK? Donc, on constate au niveau des free cash flow ici annuellement. Vous allez voir que quand je les mets côte à côte, regardez ceci. En cette année, en 2010, selon les chiffres, selon cette plateforme, elle a perdu de l'argent en 2010.
enfin en termes de bénéfices nets. Pourtant, en fait, en réalité, en free cash flow, on n'a rien perdu. D'accord? Donc faites attention. C'est cet élément aussi qui est important au niveau des free cash flow. Il faut savoir à peu près, quand on a une différence, que ce soit à la hausse comme à la baisse, il faut savoir pourquoi. C'est très important. Ok, donc il faut toujours recoller les morceaux ici. Donc quand on voit ça, on se rend compte que les free cash flow et les net income ont tendance à raconter la même chose. C'est bien. Maintenant, je vais regarder les net income en termes de marge, vu que les deux racontent la même chose. Donc, on va prendre les marges ici du net income. Simple. Donc, quand on check les marges du net income ici, bon, si on prend ça en considération, on se dit que, OK, ça, c'était exceptionnel. OK, donc, on sait pertinemment qu'elle n'a pas perdu d'argent cette année-là. Voilà. En termes de marge ici de net income, vous constatez quoi? Sur les dernières années, disons sur les 20 dernières années, nous avons à peu près des marges de 4,70%. Je vais dézoomer un tout petit peu. Actuellement, on a des marges de combien? De près de 8%. Ce n'est pas la première fois. OK? Est-ce que c'est durable? C'est la question qui devrait être posée. D'accord? Donc, vous allez voir à peu près ici, qu'est-ce que les analystes, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ces marges-là? Est-ce qu'ils pensent à plutôt une stabilité ou bien une décroissance dans le futur? Il faut aller vérifier. D'accord? Donc, ici, on a des marges de 8%. Quand je check à peu près sur les 10 dernières années, on voit à peu près qu'on a 4,93% sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 7,97%. Donc, on a une augmentation des marges sur les dernières années. OK? La seule question de savoir, c'est est-ce que c'est durable? Maintenant, vu que c'est la première fois qu'on regarde cette compagnie, on va quand même se fier à ce que pensent les analystes en termes de marge et de croissance. D'accord? Il ne suffit juste pas de se limiter à ça, il faut également aller questionner pourquoi est-ce qu'ils pensent cela. OK? Si vous avez la chance d'avoir ici, je ne sais pas moi, une note de recherche des analystes, je ne parle pas de la note où on va vous mettre ici le prix uniquement, je dis la note de recherche qui explique la raison pour laquelle ils prennent ils pensent que le revenu va continuer à croître. Tant mieux. Si vous ne l'avez pas, il faut aller lire les rapports financiers. Essayez d'écouter le management parce qu'en fait, l'information qu'ils ont prise, qu'ils vous présentent ici et qui est inclus dans cette croissance, enfin, dans cet optimisme-là, a déjà été mentionné dans les conférences call, etc. C'est pour ça qu'il est important d'évaluer une entreprise du point de vue quantitatif, mais également du point de vue qualitatif. OK? Donc, quand on va checker ici le revenu, déjà, c'est une belle entreprise. Hein. C'est une entreprise assez correcte ici. OK? Donc, quand on regarde ici les marges attendues dans le futur, vous voyez qu'on planche sur du 8% et plus. On pense même aller vers du 9,93% ici. Et ça va à peu près dans la même tendance que comment on appelle ça? Ça va à peu près dans la même tendance que les free cash flow. OK? Donc, si on check à peu près, si on check à peu près sur les 5 dernières, on peut se dire qu'on peut attendre du 8% en moyenne sur les années à venir. On regarde également ici, est-ce que ces analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions ici? Je peux checker, je vois ici que oui. Donc, semble-t-il que ça peut être un business assez prévisible, mais n'oubliez pas, il faut également prendre en considération le contexte actuel. OK? Est-ce que nous n'étions pas plutôt sur une période haussière pour l'industrie dans laquelle opère Avery Dennison? Il faut toujours se poser ce genre de questions-là. OK? D'où l'importance de savoir quelles questions on va poser quand on va lire les rapports financiers. OK? Donc, maintenant, quand on check ses revenus, on dit OK. Il y a tendance ici à être à peu près, c'est un business assez prévisible. On recherche avant tous les business prévisibles parce qu'on ne veut pas prendre une entreprise qui rapporte $1 par action, extrapoler ce $1 par action-là alors que l'entreprise aujourd'hui a peut-être des bénéfices nets exceptionnels. Un peu comme des entreprises comme Zim, d'accord, comme qui a des bénéfices exceptionnels, ça ne sert à rien d'extrapoler. Elle aura tendance à avoir des PER très peu élevés, tout simplement parce que le marché pense que les revenus vont avoir tendance à baisser. Et il y a de grandes chances que le marché ait raison par rapport à cela. Donc, je vous laisse aller regarder toute la vidéo sur Zim ici, d'accord? Donc, ici, une fois qu'on voit que les analystes ont tendance à avoir raison, je cherche maintenant mon PER. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie-ci? Et n'oubliez jamais que le PER, pour moi, représente un rendement, dans le sens où quand moi je vois 20 fois les bénéfices, je pense à 5% de rendement. 5% de rendement, pourquoi? Parce que si l'entreprise vous verse la totalité des bénéfices nets ici en free cash flow, la totalité des bénéfices nets ici en dividende, si vous l'achetez à 20 fois les bénéfices, en fait, ça va représenter 5%. OK? Sans dette, bien sûr. Alors, vu que les free cash flow représentent la véritable rentabilité, si je prends les prices sur free cash flow, ça ne change pas grand-chose ici. Donc, on va voir ici en termes de médiane, qu'est-ce que ça nous donne? La médiane ici nous donne à peu près 19 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, à peu près 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, à peu près 21 fois les bénéfices. Donc, quand je dézoome un tout petit peu ici, je sais que, d'expérience, je sais que c'est un business qui va s'échanger généralement entre 15 et 20 fois les bénéfices. Okay. Si cette entreprise se paie à 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, c'est parce qu'on pense qu'il y aura une certaine croissance également derrière. Okay. Donc, il faut prendre ça également en considération. Okay. Parce qu'en période de maturité, elle aura tendance à se rapprocher du 17 fois les bénéfices. Attention également à savoir que ce n'est pas comme si c'est une nouvelle entité ou bien c'est un nouveau secteur d'activité. La croissance n'est pas élevée. Si la croissance est généralement faite par
en termes d'acquisition ici. Donc, pour aller rapidement, je prends 20 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, on va être assez optimiste. J'ai besoin de la dette nette ici par action. Donc, la dette ici est de combien? La dette nette ici est à peu près de 3 milliards, 60 millions. OK? Selon Coifin, toujours aller recoller les morceaux. Disons, quand on regarde ici avec zone bourse, on est à peu près dans cette zone-là parce qu'on n'a pas l'information pour 2022. Donc, on avait 2 milliards 900 en 2021. Donc, il y a de grandes chances qu'on soit à peu près dans cette zone-là. OK? Donc, on est à peu près à 3 milliards 60 millions ici. 3 milliards 60 millions. Je prends ça, je note ici. J'espère que vous me suivez. D'accord? Donc, je fais exprès de ne plus mettre les chiffres en fait ici parce que j'ai toujours dit une chose. Ce n'est pas l'objectif de prix qui est intéressant, les amis. C'est le raisonnement derrière cet objectif de prix-là. Donc, quand on vous dit ici que oui, l'entreprise ici, voilà, pourrait, le Goldman Sachs a peut-être un target à 150 € l'action ou 150 $ l'action. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils font pour arriver là? C'est ça qui nous intéresse en fait. C'est plus important que le prix ici parce que vous savez que si les hypothèses de départ selon vous ne sonnent pas correctes, ça ne sert à rien de continuer avec ce prix-là. D'accord? Donc pour ceux qui attendent généralement le prix final ici, je vous dis une chose, c'est par rapport, le plus important ici, c'est le raisonnement derrière cet objectif de prix-là qui est important. OK? Donc, parce que si je vous dis toujours, je me réserve le droit de me tromper. Si vous vous rendez compte ici que je prends des marges de 10%, d'accord, disons des marges de 15%, alors que l'entreprise n'a jamais eu ces marges-là. Si je viens juste, je vous colle le prix ici. Franchement, ce n'est pas intéressant. Je vous dis la vérité. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté d'écrire, en fait, pour que vous puissiez suivre. OK? Après, maintenant, ça dépend de tout un chacun. Mais je le fais comme ça, je le préfère comme ça. OK? Donc, 3 milliards 60 millions, c'est ce qu'on rapporte. C'est la dette nette qu'on a en date d'aujourd'hui. Je prends toujours en considération la dette. D'accord? Maintenant, vous constatez que c'est une entreprise qui rachète également ses actions massivement. Parfait. Donc, on a à peu près 30 milliards 60 millions. OK. Et on va être assez optimiste en date d'aujourd'hui. Hein, donc, on va déjà extrapoler un tout petit peu en prenant un tout petit peu de croissance. Donc, on a à peu près ici une dette nette par action de combien? De 37 $ et 50 sous. OK. Maintenant, je viens ici. Vu que les analystes ont tendance à avoir raison, entre parenthèses, avec plus ou moins une marge d'erreur de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'attend à des bénéfices nets de 11,90 $ en 2025, on aura combien? On fait 11,90 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette d'aujourd'hui, qui représente à peu près 37,50 $. OK, ça donne à peu près un prix aux alentours de 200 $ l'action. Donc, idéalement, si on se situe aujourd'hui à 2025 et que l'entreprise rapporte 11,90 $ par action, moins la dette nette, on pourrait payer cette entreprise aux alentours de 200 $ l'action. À 200 $ l'action ici, ça représente à peu près un rendement sur coût de combien par rapport aux 200 $ l'action? Ça représente à peu près un rendement sur coût de 6%. Donc, à peu près correct ici. On est aux alentours de 17 fois les bénéfices quand on inclut ici la dette nette. OK, donc vous constatez ici que si on n'avait pas de dette nette et que l'entreprise vous reversait à peu près les bénéfices nets attendus en 2025 ici de 11,90 $ par rapport au prix actuel, à peu près à 100, on va le diviser ici, donc diviser ici par 178 $ l'action. Je sais que j'ai pris un 11,91 $ ici, ça ne change pas grand-chose. Ça donne ici un rendement sur coût d'à peu près 6,7%. Donc pas loin ici des 17 fois, 20 fois les bénéfices par là. Parce que quand on prend ça divisé par 6,7, ça donne à peu près ici 14, 15 fois les bénéfices. OK? Donc comme je le disais tantôt, c'est un business qui peut s'échanger ici entre 15 et 20 fois les bénéfices. OK? Donc en date d'aujourd'hui, on se dira qu'on a une légère sous-évaluation ici. Je dis bien légère parce que ça prend bien en considération une certaine croissance du prix ici. OK, donc vous constatez que si en date d'aujourd'hui, on s'attend à peu près à 9,30 $ d'ici 2023, d'accord, divisé par le prix actuel à 178, ça donne ici un rendement sur coût aux alentours de 5%. OK, donc le prix actuel inclut déjà au prix actuel, si on s'attend à une certaine croissance également dans le futur, on ne surpaye pas. Vous avez également vu que les analystes s'attendent à l'augmentation des marges également, ainsi qu'une certaine augmentation des revenus. Donc on est assez optimiste dans un environnement normal pour ce business-ci. OK, donc si pour quelqu'un qui voudrait l'acheter du point de vue versement d'un dividende, etc., c'est une entreprise qui va clairement continuer, qui a de grandes chances de continuer à augmenter son dividende ici aujourd'hui. OK, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir à peu près ce que fait la compagnie. Mais n'oubliez jamais qu'il y a également des alternatives. Quand je vois Avery Dennison par rapport à ce qu'elle fait, je pense à une compagnie allemande ici, contenant emballage papier, contenant emballage aux sources appliquées. Donc je pense à une compagnie allemande, mais le nom m'échappe un tout petit peu ici. Je pensais à, c'est pas Henkel ici, le nom m'échappe, c'est pas si grave que ça. Donc en date d'aujourd'hui,
Cette compagnie-ci est légèrement sous-évaluée, ok, pas quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, à vous de voir, peut-être qu'il y aura un potentiel d'augmentation des marges futures, peut-être qu'également il y aura certaines autres acquisitions, mais quelqu'un qui achèterait cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, dans un environnement normal, voilà, c'est tout simplement correct. Essayez de voir si, enfin, même pas qu'essayer de voir, ce n'est que mon avis ici. D'accord, maintenant à vous de voir ce qui vous intéresse, mais c'est c'est une belle entreprise qui est bien, c'est un business assez bien géré ici, d'accord? Et il y a de grandes chances qu'elle continue à payer ce dividende-là dans le futur. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement, d'accord? N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.